Alors, la loi du 27 mars 2017 me semble avoir deux vertus principales en ce sens-là. D'une part, c'est ne pas se limiter aux seules atteintes à l'environnement, mais appréhender également le champ des atteintes aux droits humains et celui de la santé et de la sécurité des personnes. Donc ça, c'est le premier atout, la première valeur de cette loi qui est essentielle. La seconde, c'est également sa dimension préventive, en ce qu'elle permet d'obliger les entreprises à identifier les risques, à établir cette cartographie des risques qu'elles confrontent au regard des victimes potentielles et des ONG environnementales. Donc elle a cette double vertu qui me semble en effet une loi importante pour prévenir et mieux protéger l'environnement. Et j'ajouterai une troisième qui est sa dimension extraterritoriale, puisqu'elle ne se limite pas au seul territoire national, mais qu'elle doit s'appliquer sur l'ensemble des chaînes de valeur des entreprises qui sont parfois très mondialisées et très déconcentrées dans des pays à faible niveau de protection de l'environnement, et qu'elle aura, j'imagine en tout cas, qu'elle permettra de contribuer à rehausser le niveau de protection de l'environnement des activités des entreprises françaises dans des pays en développement. Alors, parmi les évolutions qui seraient souhaitables, effectivement, il y a celui de la taille des sociétés qui sont concernées. Aujourd'hui, ce sont uniquement des très grandes entreprises, d'ailleurs sans qu'on puisse connaître le nombre exact, puisqu'apparemment le ministère de l'économie n'est pas lui-même en mesure d'établir la liste des entreprises qui rentrent dans ce champ d'application. Force est toutefois de constater que de nombreuses entreprises qui dépassent sensiblement ces seuils n'ont pas encore publié de plan de vigilance. Donc il y a un problème d'ineffectivité de la loi qu'il faudra traiter. Et pourquoi pas s'aligner sur le seuil du reporting extra-financier, le seuil européen de la directive de 2014, qui est celui de 500 salariés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui me semble un seuil raisonnable pour qu'une entreprise ait les moyens d'établir un plan de vigilance au regard des risques qu'elle identifie également dans sa déclaration de performance extra-financière. Alors devant quel juge? Ça c'est une question qui doit être tranchée prochainement par la Cour d'appel de Paris dans un des premiers contentieux qui a été initié contre un projet pétrolier de Total en Ouganda par une ONG, les Amis de la Terre. Nous considérons, en tout cas personnellement, je considère que c'est le tribunal judiciaire qui en l'état doit être le juge naturel de ces actions qui font apparaître des enjeux qui sont très éloignés de ceux qui sont le quotidien du juge commercial. Puisqu'aujourd'hui, l'ordonnance du tribunal de Nanterre du 30 janvier, je crois, 2020, nous dit que c'est la juridiction commerciale qui serait compétente puisqu'il s'agirait d'un acte de gestion de l'entreprise. Je pense que cette loi va beaucoup plus loin et que dans le cadre de la création des juridictions spécialisées pour l'environnement prévues dans le projet de loi sur le parquet européen et la justice pénale spécialisée, il ne serait pas du tout absurde de trancher ce débat en conférant une compétence exclusive à ces juridictions pour connaître des actions engagées sur le fondement de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. Symbolique, elle l'est déjà par son insertion dans le Code civil. Le Code civil, le doyen Carboni disait que c'était la constitution civile des Français. L'expression est forte. Constitution civile, c'est quand même l'ensemble des règles supérieures qui gouvernent notre mode de fonctionnement ensemble. On a deux types avec ces lois, la loi sur le devoir de vigilance et la loi Pacte. On a deux modes différents de légiférer. Dans un cas, on essaye de déterminer des obligations précises avec une sanction pénale, en identifiant clairement des destinataires et avec tout un ensemble de complexifications qui viennent derrière dans la mise en œuvre du texte. Et ce texte est vraiment fondamental. Il est regardé en dehors de la France par beaucoup de pays qui ont décidé d'adopter des règles similaires, donc c'est vraiment un mode de légiférer important. Mais il y en a un autre. Cet autre mode de légiférer, c'est de dire, écoutez, implicitement, au cours des dernières décennies,
la gestion des entreprises a été, si je puis dire, polluée par la théorie de l'agence, qui a voulu porter à croire que les entreprises ne devaient être gérées que dans l'intérêt des actionnaires. La loi Pacte prend le contre-pied. Elle dit d'abord que la société doit être gérée dans son intérêt social. Si c'est l'intérêt social, c'est pas le seul intérêt des actionnaires. En prenant en considération, il aurait pu y avoir un catalogue extraordinairement long de ce qu'on peut appeler de parties prenantes, même si je pense que l'expression est très malheureuse. Mais en l'occurrence, on indique clairement qu'il faut prendre en considération, et c'est une obligation positive, c'est un devoir du mandataire social, c'est un devoir des organes de gestion, c'est un devoir des associés et actionnaires, prendre en considération l'impact social et environnemental. Ça ne va déboucher que si les gens se saisissent de ces textes. Si vous voulez, les textes de loi, c'est comme des routes. Si personne les emprunte, elles ne servent à rien. Donc les textes de loi, il faut que les avocats s'en saisissent, il faut que les juges réagissent en disant « oui, c'est mon rôle de juge que d'apprécier si oui ou non il y a bien eu prise en considération. Et s'il n'y a pas eu prise en considération, eh bien, il y a eu faute. S'il y a eu faute, il doit y avoir réparation. Donc, il y a tout un ensemble, si vous voulez, de logiques différentes qui opèrent, qui montrent à quel point on est en train de vivre une période difficile, une période d'adaptation à un monde nouveau, qui est celui de la globalisation. Nous sommes sur un territoire de 550 000 km², 67 millions d'habitants, nous représentons quelque chose, mais pas grand-chose à l'échelle du monde. Donc comment faire face à des problèmes qui nous dépassent largement de ce point de vue, de cette position, de cette qui est la nôtre? Avant le contentieux, si vous voulez, il y a la vie de l'entreprise. Hein, et dans la vie de l'entreprise, l'insertion dans le code civil, encore une fois, a une portée symbolique considérable. Il faut pas négliger la portée symbolique des textes. Hein. J'ai constaté, moi, au lendemain de l'adoption de la loi Pacte, que beaucoup de gens à l'intérieur des entreprises se sont saisis des textes pour dire il faut qu'on change nos manières de faire. Si les manières de faire sont modifiées, sont changées, sont adaptées et que le gouvernement d'entreprise devient plus sensible à l'ensemble de l'impact de l'activité entrepreneuriale sur, disons, la société, pour faire simple, il n'y a pas matière à contentieux. Par contre, il y a matière à contentieux si ce n'est pas fait du tout ou si c'est mal fait. Hein. On n'en est pas là. Mais ça va aussi dépendre de la capacité de tous les intervenants au processus judiciaire, et peut-être les avocats en premier, les juges tout de suite derrière. Encore une fois, il leur faut se saisir des textes pour leur donner vie. J'ajouterais parmi les parties prenantes, une essentielle qui est souvent oubliée dans ces débats, ce sont les syndicats. Et aujourd'hui, on voit que la loi sur le droit de diligence est essentiellement saisie par des ONG, ce qu'on appelle les parties prenantes externes de la société, alors que les parties prenantes internes, c'est-à-dire les représentants des salariés, finalement restent assez distants par rapport à ces dispositions qui sont nouvelles, alors qu'il s'agit des seules parties prenantes qui sont obligatoirement consultés, par exemple, dans le cadre de l'élaboration du plan de vigilance, qui sont associés à sa construction. Et au même titre que les syndicats ont été finalement le moteur au 19e siècle et au 20e siècle des luttes sociales qui ont permis de dire à l'entreprise on ne doit plus traiter les travailleurs de cette façon et on doit avoir des avancées. Et ils ont contribué à ces avancées qui ont été extrêmement importantes. Cette deuxième catégorie finalement de droits humains, après les droits civils et politiques, les droits sociaux, au sortir notamment de la Seconde Guerre mondiale avec les pactes des Nations Unies de 1966 également. Ces syndicats doivent aujourd'hui interpeller avec la même force, la même vigueur l'entreprise en disant que l'entreprise ne peut plus avoir un tel impact sur les tiers, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les populations riveraines. Et que il devrait, en tout cas, je crois que c'est vraiment une partie prenante qui aujourd'hui ne s'investit pas assez, n'est pas assez conscient des potentialités de cette loi et du rôle qu'ils peuvent avoir pour faire changer l'entreprise de l'intérieur, en même temps que les ONG contribuent à la faire évoluer de l'extérieur.
l'engagement de la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommage environnemental principalement est assez compliqué. Alors soit on est dans le cas d'une faute pénale, et dans ce cas-là, bon, la faute pénale, le pénal emporte tout, et la faute pénale oblige l'entreprise à réparer selon et permet au juge pénal de s'inspirer des principes de réparation de la responsabilité civile et notamment du préjudice écologique. Et il y en a eu une récente application dernièrement. Lorsque le contentieux reste purement civil, ce qui est le cas dans beaucoup d'accidents, de pollution parfois opérationnels, où il n'y a pas forcément une infraction, en tout cas une faute de nature pénale. Aujourd'hui, les principes de la responsabilité civile et notamment la nécessité d'établir ce lien de causalité direct et certain entre le dommage et le fait générateur sont parfois extrêmement difficiles à caractériser. Et je pense notamment à tout ce qui relève du champ des pollutions diffuses et en premier lieu du changement climatique, des émissions de CO2, pour lequel il est très difficile de caractériser ce lien. Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table, parfois anciennes. Je pense à la convention de Lugano du Conseil de l'Europe qui n'a jamais eu suffisamment de ratification pour être appliquée, mais qui introduisait des principes intéressants en matière de responsabilité civile. Il y a eu la directive sur la responsabilité civile environnementale, la responsabilité environnementale en 2004, mais qui malheureusement en France n'a reçu aujourd'hui aucune application en 15 ans d'existence, c'est-à-dire que ce texte n'a jamais été appliqué. On voit les difficultés en matière de réparation de préjudice écologique, moins d'une dizaine d'actions qui ont été engagées ou dans lesquelles le sujet est évoqué depuis qu'il a été introduit par la loi du 4 août 2016. Donc on voit toutes ces difficultés. Je pense que il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le droit pénal, sur la faute, les incriminations et la répression, mais travailler sur les concepts et les notions de responsabilité civile qui doivent être améliorées pour pouvoir s'adapter et pour que le droit puisse s'adapter à cette nouvelle ère, l'anthropocène, que nous connaissons aujourd'hui et auquel il faut que le droit fasse face. Moi, je suis entièrement d'accord sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, le droit civil a cette force de s'adapter aux évolutions de notre temps. Et l'article à la base de la responsabilité civile dans notre système, l'article 1382 du Code civil, c'est aussi un texte extraordinairement général et vague. C'est la nature des textes du Code civil que d'avoir cette simplicité, mais derrière cette immense capacité d'adaptabilité en fonction des besoins, en fonction des situations, en fonction des cas concrets. Et de ce point de vue-là, à la fois dans les pratiques et dans les contentieux, ces textes permettent une adaptation à un réel nouveau. Je terminerai en faisant référence à une décision extrêmement forte du Conseil constitutionnel qu'il faut davantage populariser et valoriser. C'est une décision qui a été rendue en 2011 dans le cadre d'une QPC où le Conseil constitutionnel affirme au visa des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, c'est-à-dire l'article 1er, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de sa santé, et article 2, le devoir de quiconque de prendre part à la protection de l'environnement, et que ce devoir, figurant à l'article 2, ne sert qu'à assurer le respect du droit à chacun de vivre dans un environnement sain qui est garanti par l'article 1er. Et je crois que de lier ces deux articles dans la manière dont l'a fait le constitutionnel pour dégager cette obligation de vigilance environnementale dont le non-respect pourrait constituer une faute au moins de nature civile, de nature à engager la responsabilité des opérateurs économiques, est extrêmement forte et j'invite les magistrats, les avocats à s'en emparer.